Dans cette vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, je résous une première situation tirée de la section 1.2 de Séguin portant sur la loi de Coulomb. Il s'agit de la situation 1 qui s'intitule elle-même la superposition des forces en une dimension. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre connaissance de l'énoncé du problème à la page 23 de Séguin. C'est important, c'est un beau problème typique de physique, de superposition de forces électriques sur un système de particules. C'est souvent ce qu'on a, un ensemble de particules. Ce qu'il y a de particulier ici, ce qui simplifie un petit peu le problème, c'est de dire qu'on a un problème en une dimension. Donc à la lecture, là, on a réalisé que les particules étaient tous sur la même ligne. C'est ce qu'on appelle une dimension. Suite à cette première lecture-là, les données qu'on obtient, justement, c'est un système de trois particules. Donc, la première particule qui est située à l'origine, à 0 mètre, possède une charge de plus 2 microcoulomb. La deuxième particule dans le système est située à x égale 2 mètres, la particule B, et sa charge, QB, c'est moins 1 microcoulomb, moins 0,1 microcoulomb. Troisième particule située à 5 mètres, dont la charge est de plus 0,5 micron. Et la lecture se termine en disant qu'on va chercher la force électrique résultante sur chacune des particules. Évidemment, chacune des particules va subir deux forces électriques créées par les deux autres particules. Dans cette première page-là, je vais résoudre uniquement la force électrique résultante pour la particule A. Si on sera en situation d'évaluation, c'est probablement ce qui arriverait. Déjà, c'est un gros problème en soi. Donc, je ne vous demanderai pas de faire les trois résultantes, j'en demanderai rien qu'une. On va voir la différence que ça implique là, de calculer les autres là, dans des prochaines vidéos. On va également voir que justement, si je calculerais vraiment les trois, ben, les calculs qui vont suivre après ça pour calculer B et C pourraient être simplifiés. En B, il me resterait un calcul à faire, puis en C, j'aurais déjà tous les calculs de fait pour rapidement trouver C. C'est sûr que si à chaque fois je repars de zéro, si à l'examen je vous demande de calculer juste C, ben, il va falloir faire la solution que je vais montrer dans une vidéo là, subséquent celui-ci. La première étape est donc complétée. Paramétrisation du problème. Schématisation du problème. Donc, on va avoir un système de particules que je vais dessiner sur un axe. Souvent, dans ce genre d'analyse-là, je vais avoir tendance, quoique ce n'est pas obligatoire, je ne corrigerai pas ce fait-là, puis je n'enlèverai pas de points associés à ça, mais ça aide à bien analyser nos problèmes, de faire des charges d'une dimension représentative de la valeur de la charge. Ça nous aide à décider quelle est la charge la plus importante dans ce système-là, puis qui a le plus d'influence alentour d'elle. C'est pour ça que j'avais mis une certaine grosseur pour QA, puis je l'avais mis sur l'origine. Ben, j'ai mis QB plus petit, relativement à peu près la moitié. Puis j'ai mis QC très grosse, située au 5e carreau, son centre situé au 5e carreau, donc elle va avoir beaucoup d'influence alentour d'elle. Les X et les Q sont déjà illustrés sur le dessin. Ce qu'il faudrait maintenant dessiner, c'est mon paramètre rechercher la force. Là, parce que ça rajoute des forces sur ce dessin-là, quoique en faisant rien qu'un point d'interrogation à la fois, il n'y aurait pas eu trop de vecteurs, mais il reste que si j'aurais fait les trois points d'interrogation sur le même dessin, ça serait devenu lourd. Donc j'ai eu le réflexe de dessiner QA une deuxième fois pour pouvoir l'isoler du dessin puis montrer correctement mes vecteurs force sans qu'ils soient sur le dessin d'en haut. Première observation qu'on peut faire, la particule C va repousser la particule A, ça veut dire que la particule A va sentir une force de répulsion, donc la force électrique créée par la particule C sur la particule A. Je mets une certaine grandeur, et après ça, ben, je dois réaliser que la particule B va attirer. Puis là, je dois décider, en fonction de la distance puis de la grosseur relative des particules, si ce vecteur-là va être plus grand ou plus petit. C'est pas toujours évident, puis là, j'en suis même pas sûr. La particule est plus petite, mais a plus d'influence parce qu'elle est plus proche, mais tellement petite par rapport à l'autre que j'aurais eu le réflexe de penser qu'elle va avoir moins d'influence, donc que la force électrique d'attraction par la particule B sur la particule A aurait été plus faible que celle-ci. C'est un choix que je fais. Au niveau de la résultante, ça veut dire qu'il faut additionner ces deux vecteurs-là, puis il va y avoir une résultante vers l'arrière. Si j'ai mis 3 carreaux ici, puis 2 là, ben, j'aurai une résultante de 1 carreau vers l'arrière. C'est une décision que je prends, et c'est pas grave si je prends la mauvaise décision, toute l'analyse mathématique va demeurer valide. Déjà avec ce dessin-là, j'ai tous mes paramètres qui sont montrés sur le dessin. Je l'ai même plus parce que j'ai rajouté ces deux-là pour essayer de déduire comment je devais dessiner le FE résultant selon A. Si jamais mon dessin est comme ça, puis ça n'aurait pas été mal quelqu'un d'autre qui aurait dessiné lui plus long, puis lui plus petit, puis qui aurait inversé le vecteur FEA. Non, c'est pas une erreur, les deux sont possibles.
et les deux vont finir par être cohérents en termes de développement mathématique. Donc ça, c'était mon diagramme spécifiquement pour QA, mon diagramme de force. Déjà, intuitivement, je pourrais dire que la longueur que je cherche, cette longueur-là, j'avais dit tantôt 3 carreaux moins 2 carreaux, donc c'est le module de L moins le module de l'autre. C'est en rouge différent, c'est pas la façon que je privilégie, parce que cette formule-là, à chaque fois que je changerais quelque chose dans la situation, elle changerait. Si je mets lui plus long que lui, ben la formule est plus vraie. Il faudrait faire l'inverse. Ça fait FEB sur A moins FEC sur A. En plus, ça fait un peu bizarre de dire je fais une somme de ces deux vecteurs-là pour obtenir lui, mais quand je fais la somme, c'est rendu avec un moins dans le milieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une somme de vecteurs, ce n'est jamais les modules qu'on somme, c'est les composantes selon x, selon y, selon z qu'on somme. Ici, évidemment, on fait juste la somme des composantes selon x. Et un coup qu'on a fait la somme des composantes, ben, le module va être égal à la valeur absolue de la somme qu'on a obtenue. C'est un peu ça que je voulais montrer ici, dire le module que je cherche FE résultant A, j'aurais dû rajouter le petit résultat en rouge, là, ben, ça va être la valeur absolue de sa composante selon x. Puis je vais calculer cette composante selon x-là. L'avantage, c'est que si jamais j'aurais fait l'autre configuration, toutes mes équations resteraient bonnes, ils peuvent calculer mon problème quand même. Donc ça serait ma première équation que j'ai écrite, le module d'un vecteur 1D. On a ça dans... où je devrais dire, on peut retrouver cette formule-ci, que le module, c'est la valeur absolue en une dimension. Quand on a un vecteur en une dimension selon x, son module, c'est la valeur absolue de sa composante selon x. J'ai un annexe là, qui fait la présentation de toutes les formules pour les vecteurs. Je saute momentanément dans les résumés, justement en vert comme ça, c'est les résumés là, sur les annexes, des notions générales. Donc si on avance dans les outils mathématiques, ben, l'annexe N va vous amener au vecteur. Donc c'est pas mauvais là, de faire une révision là, des vecteurs. Première page, c'est des définitions principalement, la somme géométrique, comment on procède, le produit scalaire entre deux vecteurs. Deuxième page de ce résumé-là, ben, les composantes selon x, selon y d'un vecteur, comment ils se calculent, comment on les recompose à partir des composantes pour obtenir le module puis l'angle du vecteur, différentes formes que c'est possible de calculer, puis comment on calcule le module en une dimension. Bien évidemment, si tu es en une dimension, ton module va tout simplement être la valeur absolue de ta dimension que tu étudies. En deux dimensions, ben, il fallait prendre AX et AY à la fois, puis en trois dimensions, on prend les trois. On peut même avoir des formules pour trois dimensions, mais ça, on ne l'a jamais dans les cours de physique au cégep. Et à la fin du résumé sur les vecteurs, vous avez une analyse là, des angles de tous ces vecteurs-là, comment est-ce qu'on donnerait à la fois le composante, le module et les angles, toujours en définissant l'angle par rapport à l'axe X. Donc, je cherche le module d'un vecteur à une dimension, ben, je peux utiliser cette formule-là. C'est ma première utilisation d'équation. J'ai deux inconnus dedans, c'est parce que là, ça va me prendre quelque chose, un calcul pour FEAX. Et ça, c'est justement de faire la somme de ces deux vecteurs-là. On fait des sommes de composantes quand on fait ça. Et on peut le voir aussi comme l'application du principe de superposition des forces électriques qu'on retrouve dans le chapitre 26, un peu plus bas sur la page, dans la dernière partie de la page. Donc, principe de superposition. Superposer des forces, c'est additionner la contribution de toutes les forces qui sont dans le système de particules. Donc, la formule vectorielle, mais qui ne permet pas de faire des calculs, dire que la force résultante, c'est la somme de toutes les forces. Et là, après ça, ben, on peut faire nos calculs mathématiques selon un axe, selon deux axes ou même selon trois axes au besoin. Donc, l'addition que je vais réaliser, c'est l'addition que j'encadre présentement. Formule que j'ai ramenée ici dans ma solution, dire pour avoir la force résultante sur A selon X, il faut que je prenne toutes les forces appliquées sur la particule A, incluant s'il y en aurait 3, 4, 5, les trois petits points représentent toutes les autres. J'applique ça à ma situation, mais là j'en ai juste deux, donc la force EAX, ça va être la force créée par la première particule, mais là c'est soit la particule B ou la particule C, on va dire que c'est la particule B. Selon l'axe X, quand je rajoute un petit X à la fin, ça veut dire qu'on va prendre la composante selon X. La composante selon X est positive, donc c'est pour ça que c'est plus le module. J'additionne à ça le deuxième vecteur, donc l'addition qui est montrée ici, mais je vais prendre la composante de ce deuxième vecteur-là selon x. Mais selon x, c'est une contribution négative, donc c'est moins le module de ce vecteur-là. Donc moins le module de FEC sur A, puis il n'y en a pas d'autre, donc les trois petits points tombent. J'ai deux équations et j'ai maintenant quatre inconnus
j'ai ajouté deux nouvelles inconnues. On poursuit toujours nos problèmes avec les inconnus qu'on ajoute. Donc ça, c'est de calculer des forces électriques, des modules de force électrique. Donc c'est d'appliquer la loi de Coulomb. Donc chapitre 26, loi de Coulomb. Je l'applique pour la première force électrique, B sur A par exemple. Donc FE, B sur A, ça va être K, les deux particules en jeu, donc QB et QA, le valeur. Donc QA qui valait plus 0,2 microcoulomb, puis QB qui valait moins 0,1 microcoulomb, divisé par la distance entre les deux. Ça m'amène à ajouter sur mon dessin une cote qui montre quelle est la distance que je veux calculer. Je ne la connais pas présentement, on va la calculer dans un instant. Quoique intuitivement, je connais sa valeur, c'est 2. C'est 2 qu'elle a. Mais dans les faits, si je change les chiffres, ça aurait été plutôt de dire que c'est 2 moins 0. J'aurais pas mis mal à quelqu'un qui sur la ligne verte m'aurait écrit ici 2 au carré. Il utilise un chiffre du problème. Pas celui-là, celui-là. Il utilise un chiffre du problème, puis les calculs vont arriver à la bonne réponse. Immédiatement, je saute une ligne pour l'instant, puis je montre aussi que je pourrais faire la même chose pour calculer l'autre force, C sur A. Donc cette fois-ci, ça va être encore la constante, ça va être encore la particule A, mais multipliée par la particule B, particule C, excusez, et divisé par la distance entre les deux. Donc, encore une fois, j'aurais mis sur mon dessin la distance entre les deux utilisée dans le calcul. Évidemment, comme tout à l'heure, oui, je peux dire que je ne la connais pas, que je vais faire un calcul. Le calcul qui est purement facile ici, c'est 5 moins 0, c'est 5. Fait que quelqu'un aurait écrit 5, je ne peux pas lui mettre mal. 5 moins 0 mis au carré, je ne peux pas lui mettre mal. Mais moi, j'avais décidé de les séparer. C'est pour ça qu'en termes de compilation d'équations, quand j'avais écrit celle-ci, j'étais rendu à ma troisième équation. Et cela avait ajouté une nouvelle inconnue, le RAB. Puis là, je disais comment calculer le RAB 2 moins 0. Fait que jamais, c'est pour ça que je dis si on change les données du problème, on sait qu'on a ce petit calcul-là à faire. C'est ma quatrième équation mathématique, puis je suis resté à 5 inconnus, je n'ai pas ajouté de nouvelle inconnue. Évidemment, j'ai la même chose pour C sur A. Je serais rendu à la cinquième équation avec l'ajout d'une nouvelle inconnue RAC. C'est pour ça que je suis passé de 5 à 6, et j'aurais une sixième équation qui correspond à 5 moins 0. Fait que oui, ça aurait été très bon, au lieu d'avoir 6 équations, de le faire à 4 équations, de ne pas faire apparaître à part ces deux calculs-là, de les faire apparaître directement sur les lignes vertes. Je ne peux pas mettre mal à quelqu'un qui aurait fait ça. Et après ça, il nous reste des calculs à faire, de remplacer le 5 ici, calculer FECCA, remplacer le 2 ici, calculer FEB sur A, puis les additionner ensemble, puis après ça, de prendre la valeur absolue, où on pitonne tout ce système d'équations-là, ces 6 équations-là directement dans la calculatrice. Et là, on obtient quelque chose d'intéressant. On va recacher ça momentanément là, pour attirer votre attention sur les réponses. Évidemment, si on ne calcule pas les réponses, on s'arrête au système d'équations en vert, comme je le demande souvent, on ne peut pas faire l'analyse subséquente. Si jamais je veux que vous fassiez cette analyse-là, de me dire qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ces réponses-là, je vais tout vous donner le problème, et ça va être une question de compréhension de physique. Vous dire, hey, il y a quelque chose d'anormal dans ce set de données-là. Est-ce que vous pouvez me trouver c'est quoi qui est anormal? La distance est bonne, ça c'est bon, la distance est bonne, donc ça va être bon. FEAX donne 9 fois 10 à la moins 6 newtons, puis ça, FEAX, c'est la réponse vraiment que la calculatrice me donnait. Si vous suivez le lien, vous allez voir que FEAX va être égal à 9. FAX, c'est la composante selon X. Si j'arrive à une composante selon X positive, ça veut dire que la composante selon X de FEAX est positive, alors que je l'ai dessinée par en arrière. Donc, même si j'ai dessiné la formule par en arrière, du fait que j'ai pris des formules, j'ai dessiné le vecteur par en arrière, du fait que j'ai pris des formules extrêmement générales, il va m'amener à dire, oups, FAX, là, tu aurais dû le dessiner vers l'avant, sa composante selon X est vers l'avant. Ce qui veut dire que FE B sur A aurait dû être plus grand. Ben oui, quand on regarde les valeurs retournées par la calculatrice ou qu'on a calculées manuellement, FEB sur A est plus grand que FEC sur A. Donc, le vrai dessin aurait dû être celui-ci. Évidemment, il est en rouge différent. Vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas les réponses. C'est vraiment une analyse des réponses présentement qu'on fait. Et si jamais j'aurais démarré déjà en le dessinant comme ça, au niveau de ma solution, le seul endroit où ça aurait changé, même, il n'y aurait rien de changé, j'aurais écrit exactement la même affaire, même pour ces choses-là, FEB sur A vers l'avant, puis FEC sur A. J'aurais écrit toute la même affaire, les 5 mêmes, je devrais même écrire plutôt les 6 mêmes équations, c'est une erreur, qui date d'une version subséquente. J'aurais écrit les mêmes systèmes d'équations,
Donc finalement, je vais vous demander d'oublier, c'est pas juste une erreur du nombre d'équations, c'était une ancienne façon de faire le problème. Justement, quand je le faisais avec cette formule-là, puis là, ça demandait justement de la changer puis d'avoir un système d'équations différent. Donc, que vous le mettiez, que vous ayez dessiné ça au départ ou ça au départ, j'aurais eu les mêmes 6 équations, puis on m'aurait retourné les mêmes réponses. Il faut les interpréter toujours de la même façon, ces réponses-là. Quoique, si on est parti avec ça, mais il faut justement les interpréter, les réponses, qu'on a fait une erreur d'analyse de l'importance relative des forces au départ. Mais si je vous le demande à l'examen, soit que je vais vous demander d'arrêter au vert, puis je ne pouvez pas avoir fait d'erreur, de présenter le problème avec ça ou avec ça, tu n'as pas fait d'erreur, puis tu as les bonnes équations pour résoudre le problème.